Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e épisode de la météo des marchés du vin réalisé avec Business France dans le cadre du plan de relance. Au sommaire de notre rendez-vous, notre débrief mensuel sur la situation des marchés internationaux, puis nous explorerons le marché australien qui est à la une de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et enfin, notre grand entretien sera en fait 2 entretiens avec 2 entreprises importatrices de vin en Australie. Un tout petit rappel sur comment va se dérouler le webinaire. Dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole, puis ce sera à votre tour de poser des questions. Pour cela, vous pouvez le faire grâce à l'outil questions dédié sur la console qui se situe à droite de votre écran. Ouvrez la console en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de les poser à nos intervenants. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Alors, on passe tout de suite à l'entraînement et je vais vous demander de vous présenter nos petites traditionnelles présentations. Donc, dites-nous qui vous êtes, quel est votre nom, où vous travaillez, si vous exportez déjà sur le marché australien. Voilà, présentez-vous. Allez, à vos claviers, ouvrez l'outil questions. Alors, qui avons-nous ce matin? Bonjour à Catherine Deltreuil qui nous dit qu'elle est ravie de nous retrouver. Bonjour Catherine. Bonjour Olivier Krill qui est aussi parmi nos fidèles. Bonjour. Vous travaillez donc pour Bouvet-Ladubé et je pense que vous êtes un des fidèles parmi les fidèles. Il y a Clémence Glohagen du domaine d'Anségur. Bonjour. Bonjour à Julien Mingros. Vous ne nous dites pas qui vous êtes, mais ah si, ça y est. De Balbin Spirits. Bonjour à vous. Qui d'autre est là? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Christophe Tabernet, bonjour Christophe, merci et bienvenue. Bonjour Simon Bouvet du Centre œnologie de Bourgogne et Valentine Boré. Bonjour à vous tous. Bien, merci. Je pense qu'on va terminer. Ah, mais il y a plein de gens qui arrivent. Alors, Camille Roblin, assistante export du BIVC, donc l'interprofession des vins du Centre-Loire. Bonjour à Sancerre et toutes les appellations autour. Sandrine Souquier, qui est des vignobles Guérel. Bonjour à vous. Bien, on va mettre un terme à cette petite session de présentation. Merci à vous tous d'y avoir participé. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a toujours les fidèles et des nouveaux qui nous rejoignent. Sans plus attendre, passons à la présentation des personnes qui vont nous accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, François Granier. Bonjour François, vous êtes donc de Business France et vous allez nous présenter la météo des marchés du vin. Votre intervention sera suivie de la participation de Sophie Carbonneau de la société Bibendum et Hélène Villegas, Opération Manager chez Chapoutier Australia. Bonjour à vous trois et merci d'être là. Alors François, la situation continue de s'éclaircir encore sur les marchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Bonjour Marion, bonjour à tous. C'est vrai qu'avec les beaux jours et le recours massif à la vaccination, la situation semble s'améliorer. Hein, d'ailleurs, un petit peu partout. Hein, on note un assouplissement général des restrictions, même si cet assouplissement, il faut le noter, se fait à un rythme différent en fonction des pays et par ailleurs l'apparition de nouveaux foyers de contamination ou de nouveaux variants, variants indiens par exemple, indique que tout n'est malheureusement pas encore gagné face au Covid. Alors commençons par des pays qui comptent massivement sur le tourisme et qui se rouvrent de manière assez rapide. Hein. L'Espagne par exemple, les restrictions sont largement assouplis. Hein. Prenons l'exemple de la Catalogne. Depuis le 4 juin, les restaurants et bars peuvent ouvrir jusqu'à 1h du matin. Donc, c'était minuit précédemment. On a une jauge limite à 50% en intérieur et de 20% en extérieur pour les grands événements.
On entend par là, par exemple, le Grand Prix MotoGP qui a eu lieu le week-end dernier, 3000 personnes ont pu y assister à l'extérieur. Depuis le 7 juin, donc avant-hier, les frontières du pays sont également ouvertes aux touristes vaccinés ou qui présentent un test antigénique négatif. Auparavant, il fallait un test PCR qui n'était pas remboursé, un petit peu plus onéreux. Autre pays latin, l'Italie. Là aussi, la situation s'améliore. Le nombre de cas a été divisé par 4 par rapport à début mai, donc notre précédente météo des marchés. D'ailleurs, la quarantaine de 14 jours n'est plus obligatoire pour les touristes français. Ils doivent simplement présenter un test PCR négatif et un certificat de localisation. D'un point de vue réglementaire, l'Italie est toujours divisée et au moins jusqu'au 31 juillet en différentes zones de couleurs. On a des zones rouges, des zones oranges, des zones jaunes et blanches en fonction de l'état de la situation sanitaire. Il faut noter qu'à ce jour, toutes les régions du territoire sont classées jaunes. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les commerces sont ouverts, alors, bien évidemment dans le respect de la distanciation sociale, mais par commerce, on entend aussi bars, restaurants qui sont ouverts tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a, comme en Catalogne, un couvre-feu qui devrait s'étendre au moins jusqu'au 31 juillet, là aussi, de 23h ou minuit à 5h du matin, et ce sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, le port du masque reste bien entendu obligatoire en intérieur et extérieur. En Allemagne, le nombre de cas journaliers a été divisé par quasiment 5 en fait, depuis notre météo de début mai. Il se situe autour de 3000 cas par jour et la courbe de contamination continue de diminuer. Au niveau de la vaccination, on a quasiment 45% de la population qui a reçu une première dose de vaccin et 20% qui a reçu les 2 doses. En fait, au niveau de l'Allemagne, l'actualité concerne plutôt des fraudes au dépistage. On s'est aperçu ces 10 derniers jours qu'une trentaine de centres de vaccination, de dépistage ont fermé car ils facturaient à l'assurance maladie beaucoup plus de tests qu'ils n'en réalisaient effectivement. Au niveau du CHR, on a une réouverture qui est très progressive, qui se fait en fonction des lenders, donc des régions, et qui a été enclenchée début mai. Dernier pays européen qu'on va traiter ce matin, le Royaume-Uni. Alors là, on a 2 sons de cloche qui s'opposent en fait. D'un côté, on a des chiffres qui sont plutôt optimistes dans la foulée de ceux des dernières semaines. Alors souvenez-vous, lors des précédents bulletins, nous soulignons le pourcentage élevé de Britanniques vaccinés. Bien entendu, c'est toujours le cas. Au 4 juin, on a environ 60% de la population qui a reçu une première dose, 40% les 2 doses. Le Royaume-Uni fait figure de plutôt bon élève en la matière. Et il était prévu que le pays lève les dernières restrictions de son plan le 21 juin. De fait, par exemple, le mi-mai, les salles des restaurants et pubs ont pu rouvrir. Et le 1er juin, pour la première fois depuis juillet 2020, aucun mort du Covid n'était à déplorer. En revanche, le variant indien, ou variant Delta, inquiète tout de même les autorités et en fait fait craindre une 3e vague. Au 4 juin, donc la semaine dernière, le nombre de contaminations journalières était 3 fois plus élevé qu'il y a un mois. Alors, on est certes très très loin des chiffres de janvier. En janvier, on était à environ 60 000 contaminations par jour. Au 4 juin, on était à 6 000, mais début mai, on était à un peu moins de 2 000. Donc le variant indien représente les 3/4 des contaminations et inquiète un petit peu les autorités, ce qui fait que par exemple l'Écosse a annoncé mettre en pause la levée des restrictions sanitaires dans une partie du pays et Boris Johnson devra annoncer ou non le maintien de la dernière étape de confinement, de levée des restrictions, donc prévu le 21 juin. Il devrait annoncer ou non ce maintien le 14 juin. Par ailleurs, le pays fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans le CHR. Mais là, c'est pas forcément du fait du Covid, mais plutôt un effet Covid et des difficultés pour obtenir un permis de travail sur le sol britannique. Alors, puisque vous parlez du CHR, on a prévu un petit sondage sur la question. Je vais le lancer. Donc, il concerne le CHR. Est-ce que la réouverture du CHR a eu des répercussions sur vos ventes? Voilà, de manière générale, je vous laisse quelques secondes pour voter. Vous allez très vite, c'est très bien. Et je crois qu'on va avoir un résultat assez tranché.
Allez, encore un petit peu, quelques secondes. On est à 48% de votants, 50. Vous êtes donc la moitié à avoir voté là. Ça devient moins tranché avec le temps. Bien, je pense que plus personne ne va voter, donc je ferme et vous annonce que vous êtes 69% à avoir estimé, pardon, non, 70%, pardon, à estimer que la réouverture du CHR a eu une répercussion sur vos ventes que j'imagine positive. Voilà, et de l'autre côté de l'Atlantique, François, ça se passe comment au niveau CHR? Alors, prenons l'exemple des États-Unis. Là-bas, l'assouplissement des mesures se fait à un rythme différent. Au niveau des cas Covid, tout d'abord, le nombre de cas a été divisé par 3 depuis le mois dernier, donc depuis la météo de mai. On est autour de 15 000 cas par jour dans l'ensemble du pays, contre, souvenez-vous, plus de 250 000 au plus fort de la crise de début janvier. La vaccination suit elle aussi son cours. On a 40% de la population qui a reçu ces 2 injections et 50% qui en a reçu au moins une. Alors, on a pu l'entendre, hein, la vaccination est parfois encouragée par des initiatives pour le moins originales, une injection, une bière offerte ou un donut offert ou un ticket de loterie. Mais de manière plus générale, la plupart des États a autorisé la rouverture des bars et restaurants. Donc, à chaque fois avec des réglementations qui se prennent au niveau de l'État, voire du comté ou de la municipalité. À New York, par exemple, la fermeture anticipée des bars, hein, qui était prévue à minuit, a été levée pour Memorial Day. Et la semaine dernière, avec la présentation d'un test PCR négatif, 15 000 personnes ont pu assister à l'élimination de l'équipe de basket locale, les Knicks, au Madison Square Garden. Puisqu'on parle du Madison Square Garden, la salle de concert a une capacité de 20 000 places. Il a été annoncé hier que le 20 juin, le groupe de rock les Foo Fighters sera le premier groupe à jouer en capacité pleine au Madison Square Garden. Dans la même optique, Broadway rouvre très progressivement. La comédie musicale devrait reprendre autour du 14 septembre, mais Bruce Springsteen reprendra sa permanence à Broadway à partir du 26 juin. Donc, les billets seront probablement très rapidement en vente. Les personnes dans l'ensemble du pays, les personnes complètement vaccinées n'ont plus l'obligation de porter le masque dans l'espace public, sauf à l'intérieur en Californie, et on anticipe de nouvelles mesures, la levée de nouvelles mesures autour du 4 juillet, en prévision du 4 juillet. Au Canada, la situation semble là aussi s'améliorer. La courbe de contamination continue de baisser. On a 60%, quasiment 60% de la population qui a reçu une première injection de vaccin, seulement 7% qui a reçu les 2 doses en revanche. La réouverture des commerces en général et du CHR se fait à un rythme qui est plutôt très très progressif. Prenons l'exemple du Québec, les terrasses des restaurants ont rouvert seulement le 31 mai et les bars devraient suivre le 14 juin. Malgré cela, pour la première fois en 8 mois, il est possible de déjeuner en salle à Montréal depuis ce lundi. Et la situation au Québec varie un petit peu comme en Italie en fonction de zones. On a des zones rouges, oranges et vertes dans ce cas. Alors que par exemple chez le voisin ontarien, la réouverture du CHR est conditionnée au pourcentage de la population vaccinée. Concrètement, lorsque 60% de la population de la province aura reçu sa première injection de vaccin, le CHR pourra de manière réduite rouvrir. On estime que ça devrait arriver autour du 14 juin, voire peut-être un petit peu avant. Si on passe un petit peu plus au sud, hein, au Brésil, la situation est stable depuis fin avril. La courbe de contamination se situe en revanche sur un palier plutôt haut. Hein, la situation reste inquiétante. On est à environ 60 000 cas par jour. Un peu moins d'un quart de la population est vaccinée, 10% pour les 2 doses. Mais cependant, le pays, les grands événements se tiennent malgré tout. Hein. La Copa América des footballs, par exemple, le pays a fait le choix de l'accueillir et devrait se tenir dans les prochains jours. Donc, la Copa América, c'est l'équivalent de l'euro.
Non, là où la situation a été un petit peu plus inquiétante depuis la météo de mai, en fait, c'est en Asie où on a eu de nouveaux foyers ou en tout cas une hausse du nombre de contaminations. Alors en Corée du Sud, par exemple, le nombre de cas est stable depuis le mois dernier, mais se situe sur un plateau haut. Alors, les chiffres sont pas comparables à ceux du Brésil, on est sur 500-600 cas par jour, mais la situation inquiétait un petit peu. On a moins de 15% de la population qui est vaccinée. Là, ça vient surtout du fait qu'elle était réservée jusqu'à maintenant aux personnes de plus de 60 ans. Donc, de fait, il est tout de même prévu un assouplissement des mesures pour les personnes vaccinées à partir de juillet. Au Japon, le nombre de cas a diminué ces dernières semaines, mais après un pic le mois dernier. On est à environ 2500 cas par jour, mais le gouvernement a déclaré le prolongement de l'état d'urgence dans 9 préfectures du pays, donc les principales grandes villes, hein, les agglomérations de Tokyo, Osaka par exemple, ce qui se traduit concrètement par la fermeture des grands magasins, des cinémas, des restrictions aux horaires d'ouverture des restaurants et bars. Les bars et restaurants doivent fermer à 20 heures à Tokyo, par exemple. L'encouragement du télétravail, des mesures que l'on a l'habitude d'entendre. Ce qui concerne les JO, les spectateurs, les organisateurs devraient prendre une décision dans le courant du mois afin de trancher si oui ou non des spectateurs pourront s'y rendre, sachant qu'on sait qu'il n'y aura pas de spectateurs étrangers. Donc, est-ce qu'on reste à huis clos ou est-ce que les spectateurs japonais pourront s'y rendre? En fait, le pays qui a été le plus inquiétant ce dernier mois, c'est Taïwan. Taïwan, qui était jusqu'à maintenant cité comme le très bon élève de la gestion de crise Covid, a vu apparaître plusieurs foyers de contamination dans des hôtels d'aéroport via des compagnies aériennes à la mi-mai et cela inquiète les autorités locales parce qu'en quelques jours, le nombre de cas est passé de 5-6 par jour à plus de 600. Et depuis, il peine à baisser depuis mi-mai, fin mai. De fait, les frontières de l'archipel sont complètement fermées aux non-nationaux ou non résidents, ce au moins jusqu'au 19 juin. Les écoles et bars sont eux aussi fermés. À noter que moins de 3% de la population est vaccinée parce que l'archipel compte sur le lancement d'un vaccin local à partir de juillet. Donc, dans l'attente, les États-Unis ont par exemple envoyé quelques doses. Dernier pays que l'on traitera ce matin, l'Australie. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans la suite des échanges. Mais l'État du Victoria est en confinement pour 14 jours suite à un cluster qui comptait environ 70 cas et qui est apparu fin mai. Dans les 5 autres États, il n'y a pas de restrictions particulières. Seules les frontières internationales, vous le savez, sont fermées. Ils le resteront a priori jusqu'à mi-2022. Et il y a une bulle de voyage sans quarantaine qui a été mise en place avec la Nouvelle-Zélande qui, elle aussi, est relativement épargnée par le Covid. Juste pour conclure, on a beaucoup parlé aujourd'hui de vaccination, par exemple. C'est logique, hein, on a une corrélation entre la hausse du nombre de personnes vaccinées et la baisse du nombre de cas positifs au Covid, et donc ce qui encourage la rouverture, notamment du CHR. Attention cependant, parce que on estime que pour qu'il y ait une immunité collective, la fameuse immunité collective, il faut au moins, alors ça change selon les sources, mais 80 ou 90% de personnes vaccinées. Or, on constate un pic de vaccination à environ 60%, au-delà duquel elle ne progresse plus. C'est le cas par exemple en Israël, hein, qui était le bon élève en matière de vaccination, qui a vacciné massivement. On est arrivé à 60%, on a un pic et on ne progresse plus. On constate un petit peu le même schéma aux États-Unis, où dans une moindre mesure, on peut l'anticiper sur le Royaume-Uni. Donc, rien n'est malheureusement encore gagné en matière de lutte contre le Covid. Merci François pour cette conclusion autour de la vaccination. On va passer tout de suite au témoignage de Sophie Carbonneau et de Hélène Villegas. Bonjour à toutes les deux. Vous pouvez allumer votre caméra. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Première question donc à Sophie, un petit mot sur votre société ainsi que les vins que vous commercialisez en Australie. Oui, merci. Bibendum Wine Co, en fait, qui n'a aucun lien avec l'entreprise anglaise du même nom. Nous sommes une maison d'importation et de distribution
de vin, établi depuis maintenant 16 ans sur le marché australien. Nous distribuons et importons de manière nationale. Nous avons un portfolio d'environ 200 producteurs, principalement focusé sur la France et l'Australie, mais nous avons aussi une certaine proportion de vins italiens, espagnols, portugais, etc. Merci. Et donc vous, Hélène, vous importez du vin depuis la France via la société Chapoutier Australia. Alors, quelles sont les catégories de vin que vous importez et quels sont les circuits de vente? Alors, merci déjà, je suis ravie d'être là. Nous, on commercialise, alors on importe et on commercialise tous nos vins français qui sont donc produits dans différentes régions de France. Donc évidemment, le Rhône, mais aussi la Provence, l'Alsace, la Bourgogne. Voilà, et on a aussi des vignobles en Espagne, au Portugal et en Australie. Hein. Donc, nous commercialisons aussi nos vins australiens. En termes de manière de les commercialiser, donc ça dépend des États en Australie. Donc, sur certains États, on passe par des distributeurs, des grossistes, en fait. Et pour le reste, sur toute la côte ouest, sur toute la côte est, pardon, on a notre propre force de vente. Donc, on passe... Donc, on vend au café, hôtel, restaurant, un petit peu à la grande distribution, au magasin indépendant de style bottle shop. Donc, parce qu'en Australie, ce n'est pas exactement comme en France, donc il faut passer par des bottle shops, donc des magasins exprès qui ne vendent que du vin. On ne peut pas vraiment se procurer du vin en supermarché en tant que tel. Et aussi vente online et vente directe depuis notre caveau dans le Victoria. C'est très varié. Alors, Sophie, première question sur le marché australien. Donc, comment sont perçus les vins français en Australie? Je pense que les vins français sont vraiment un peu comme le point de référence. C'est des vins qui ont énormément de cachet. Autant du côté de la production, c'est inévitablement les producteurs utiliseront les grandes icônes des vins français comme point de référence pour leur propre technique ou le style qu'ils essaient d'établir. Je pense que ça change avec les années. Mais autant du côté consommateur que producteur, je pense que les vins français ont énormément de cachet, ont une réputation bien établie. Les gens ont la plupart du temps confiance d'investir un montant plus important sur des grandes bouteilles. Les collecteurs aussi auront souvent une large portion de leur cellier, de leur collection attribuée aux vins français. Je pense 80% des grands vins achetés ici en termes d'import seront sur les vins français. Alors, parmi ces vins appréciés, donc des vins australiens, il y a une origine qui est particulièrement appréciée, c'est la Bourgogne. Hélène, vous importez justement des vins de Bourgogne. Qu'est-ce qui fait que la Bourgogne est tellement recherchée des Australiens? Mais je pense que les Australiens donc, voyagent beaucoup, ils voyagent en France, ils ont une très bonne connaissance des vins français, des appellations un peu de prestige. Et donc, et aussi, je pense que le chardonnay et le pinot noir sont des variétés très appréciées en Australie et aussi beaucoup produites ici. Et je pense que la Bourgogne, en fait, c'est un peu la référence, j'imagine, en termes peut-être de chardonnay, pinot noir pour les Australiens. Voilà, je pense que c'est pour ça que ce vin marche très bien. Les événements Beaujolais nouveaux chaque année deviennent de plus en plus populaires. On essaye de transmettre un peu plus de la France à l'Australie et ça marche. Justement, vous avez cité les cépages. C'est une clé d'entrée simple qui fonctionne bien dans les pays anglo-saxons. Est-ce que, Sophie, c'est le cas en Australie ou est-ce que les appellations sont connues et reconnues par les consommateurs? Je pense que le besoin d'avoir le cépage sur l'étiquette est de moins en moins présent. C'est définitivement un phénomène que j'observais beaucoup quand je suis arrivée en Australie il y a une quinzaine d'années.
Mais de plus en plus, je pense que ça suit une certaine maturité du marché. Bien évidemment, les clients sont de plus en plus éduqués, ont eux-mêmes probablement voyagé dans plusieurs régions, donc ils ont une plus grande compréhension en fait du système d'appellation français et sont de plus en plus curieux et aventureux. Donc, je pense que ce besoin de s'accrocher à un cépage bien indiqué clairement sur l'étiquette est de moins en moins un facteur dans le choix des consommateurs. Alors, on a parlé de l'attrait des vins français en Australie. Il y a aussi un petit X, ce sont les taxes qui sont assez importantes. Sophie, donc, à combien sort un vin de 5 € en Australie? Oui, c'est souvent un choc quand on discute avec nos producteurs ou avec un producteur potentiel parce que, bon, un vin à 5 € par exemple sera environ 35,50 $ chez un caviste. Donc, on parle de 24,50 €. Donc, souvent, dans l'esprit d'un producteur, un vin à 5 €, on le voit dans les bistrots à Paris, à la coupe. C'est un vin de peut-être tous les jours, alors que pour nous, étant donné le système de taxes, en fait, tout vin qui entre ici, une fois que la WET, qu'on appelle le Wine Equalization Tax, et la GST, qui est la taxe sur les biens et services, sont appliqués, les produits sont déjà taxés à 50 %. Et ensuite, il faut ajouter bon, la marge du caviste, du distributeur, les frais de transport. Donc, un vin qui est considéré parfois entrée de gamme en France sera pour nous plutôt moyenne gamme. On va passer maintenant au marché australien sous influence Covid, si j'ose dire. Vous avez toutes les deux donc vécu la transformation du marché suite à l'influence de l'épidémie. Hélène, qu'est-ce qui a réellement changé en Australie sur la distribution des vins, sur les modes d'achat? Eh bien, donc, mis à part l'export, la seule manière la majorité de nos ventes et la manière de toucher nos clients finaux, c'était quand même les restaurants, les cafés. Donc évidemment, avec la fermeture de ces établissements, on a dû en fait changer tout le modèle de distribution. On a dû être un petit peu inventif. Donc pour cibler les clients privés directement en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Des newsletters hebdomadaires, du marketing digital. On a aussi participé à des online events du style, enfin voilà, des dégustations online avec d'autres partenaires. On a réussi à faire passer des offres commerciales chez certains partenaires français aussi, du style Alliance française ou Chambre de commerce française en Australie. Donc, on a essayé de changer notre mode de distribution et de toucher les clients directement. Donc, finalement, vous avez plus vendu directement à vos consommateurs. Tout à fait. Et tout vous, à fait. Pardon. Mais non, allez-y. Non, j'allais tout à fait. Ça n'a pas trop mal fonctionné, puisqu'on est toujours ici. Tant mieux. Sophie, vous nous avez fait part du fait que vous pensez que la situation a changé de manière pérenne et vous pensez que les modes d'achat et de consommation des vins sont durablement modifiés en Australie. Vous pouvez nous dire pourquoi ce point de vue? Oui, en fait, ça a été assez intéressant d'observer la tangente en termes de nos ventes et des achats consommateurs en général. Au tout début, les peut-être 3-4 premières semaines, il y avait un peu ce mouvement de panique. Les gens voulaient accumuler de la nourriture, des vins, des vivres, comme s'ils allaient devoir s'enfermer. Donc, pour la première période, c'était plutôt le prix moyen des bouteilles était assez bas et les gens se focusaient énormément sur les vins australiens. On doit se supporter entre nous, tout ça. Mais comme la situation se normalisait, dois-je dire, puisqu'en fait, on a été en confinement la majeure partie de 8 mois l'année dernière, comme la situation se normalisait et les gens étaient confinés chez eux, donc ne peuvent pas voyager internationalement, et ça sera encore le cas jusqu'à au moins la mi-2022.
nous avons commencé à voir les consommateurs vouloir voyager par le vin, en fait. Donc, une éducation accélérée avec le désir de participer à des masterclass par Zoom, de trouver toutes sortes de manières un peu de s'évader de leur chez-soi par le biais des vins et de vouloir consommer ces vins qu'ils retrouvaient sur les grandes cartes des vins des restaurants qu'ils aimaient fréquenter, qui n'étaient pas à prime abord auparavant dans leurs cavistes locaux. Donc, on a vraiment vu cette recrudescence, en fait, du prix moyen des bouteilles. Donc, les gens achetaient des bouteilles plus dispendieuses et aussi une certaine exploration de régions qui auparavant étaient considérées peut-être plus obscures et qu'on vendait très bien en clientèle restaurant parce que, bon, il y a évidemment un sommelier pour introduire l'historique du vin, alors que là, on voyait de plus en plus ces vins qui étaient demandés chez les cavistes et qui étaient d'intérêt plus généralisé. Et je pense qu'en fait, ce phénomène va continuer, étant donné les frontières qui sont fermées, et maintenant que ce phénomène est engendré, je pense que ça va continuer. D'accord. Alors, le Covid a aussi apporté son lot de difficultés au niveau logistique. Je crois, Hélène, que vous battez face aux durées d'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre quotidien et les problèmes de logistique? Logistique. Alors, mon quotidien, j'espère que ça ne restera pas mon quotidien, mais non, mais le Covid, en fait, tout d'abord, a touché la supply chain mondiale, hein, donc pas que le vin. De manière générale, les interruptions, les blocages, les slowdowns ont un petit peu aidé à la hausse des prix du transport, en fait, de la logistique en général. Et le coup de grâce nous a été donné par le blocage du canal de Suez. Voilà, donc des gros délais, besoin de changer notre méthode d'approvisionnement, notre forecast en entier à cause du Covid et un petit peu aussi du canal de Suez. Donc, c'est des challenges. Il faut juste être plus prévoyant, voir les choses venir un peu plus, travailler ensemble. Voilà, pour éviter les ruptures de stock qui sont terribles, s'il y en a. Effectivement, Sophie, c'est ce que vous avez aussi mis en place, vous anticipez plus les délais de livraison désormais. Oui, bien en fait, c'est toujours un peu un casse-tête d'importer en Australie. C'est très loin, donc comparativement en Europe où plusieurs pays ont des frontières communes. Donc, généralement parlant, on attribue 8 semaines de port à port, comme on dit. Mais les délais en ce moment, et ce depuis mi-2020, je dirais, sont plutôt de 12 semaines. Donc, en fait, comme nous, on pense que ça va durer encore pour un autre 12 mois, on a carrément changé nos volumes d'achat. Et quand on regarde à nos rapports de vente, on essaie toujours de commander pour avoir 16 semaines d'avance, en fait, sur nos stocks. Donc, évidemment, ça a un impact sur la gestion de notre cash flow et tout ça, mais je pense que, grosso modo, mieux vaut, quand c'est possible pour une entreprise, opérer de la sorte, puisque les ruptures de stock sont très difficiles à contrecarrer une fois que les clients ont changé leur listing ou les produits avec lesquels ils travaillent. Merci à toutes les deux pour cet échange. On va passer aux questions de nos auditeurs. D'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions. Allez-y, c'est parti, c'est votre moment. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas sur l'Australie, donc posez vos questions. J'ai une question de Franck par-dessus qui demande quelle est la part de marché des vins australiens par rapport aux vins importés. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que François peut nous rejoindre pour donner des éléments de réponse? Vous savez à peu près le poids des vins importés par rapport à Anthony. C'est Anthony, Anthony. De France Sydney.
Et sur cette question, effectivement, il y a un peu plus de 80% de la consommation locale qui vient de la production australienne. Donc, on est à 17%, je crois, de vin importé. Donc, merci. que la production locale est plutôt une grande part. Merci pour cette réponse très claire. Jean-Marc Charpentier nous demande, oui, non, il a une question sur les replays. On va vous répondre par écrit, Jean-Marc. Alors, peut-on, alors, Franck par-dessus à nouveau. Anticipation. Alors, il nous dit l'anticipation logistique, ok, mais tarifs transport ont grévé beaucoup les prix du vin. Oui, donc en fait, est-ce que les tarifs des transports ont été répercutés sur les prix des vins australiens avec donc cette hausse des tarifications des transports maritimes? De notre côté, ce serait intéressant d'entendre le point de vue d'Hélène. De notre côté, plus ou moins, je dirais, puisque le coût est réparti sur des conteneurs entiers, donc je ne pense pas que c'est nécessairement matériel. Ce qui a vraiment impacté les prix des vins de notre point de vue, c'est le prix à l'achat et avec une série de millésimes avec des rendements très bas, des épisodes de gel. De notre point de vue, c'est vraiment cette réalité qui a impacté nos prix. Je ne sais pas du point de vue d'Hélène. Oui, alors le prix, est-ce qu'il est impacté? Oui, il est toujours impacté à un moment ou à un autre. Évidemment, il y a certains vins de certaines gammes qu'on offre à nos clients depuis très longtemps où les prix, on ne peut pas vraiment les impacter. Donc, c'est un peu comme Sophie, c'est plus ou moins, ça dépend des vins, ça dépend de la taille du container, ça dépend sur combien de vins on peut répercuter le coût. Et pour certains coûts, on bear the cost. Je ne sais pas comment on prend le coût pour nous. On absorbe. Voilà, on absorbe, et pour d'autres, évidemment, le prix augmentera. Oui. Et si c'est possible d'ajouter sur la question précédente en termes des proportions des vins australiens vendus sur le marché, c'est une statistique assez frappante, je dirais 17% seulement peut-être de vins importés, mais je pense que c'est évidemment toujours des chiffres très complexes qui sont difficiles à analyser en isolation, mais je pense que dépendamment de la gamme des prix, on pourrait être très, très surpris. Il y a ici 50% des vins vendus en Australie le sont par le biais des grandes chaînes. Ce ne sont pas des supermarchés, mais ce sont en fait c'est un duopoly, plus ou moins. Et ça, on est vraiment sur l'entrée de gamme. Si on prend par exemple notre société, la proportion vin importé, vin australien est à peu près à 50-50. On opère plus sur le moyen de gamme en termes de prix. Donc, je pense que dépendamment quelle partie du marché certains producteurs ciblent, il y a énormément d'opportunités pour les vins importés ici. D'accord. Ça commence à répondre à une question d'Anne-Laure l'épicier qui se demande s'il y a… non, c'était pas Anne-Laure, pardon. Si, c'était Anne-Laure. Y a-t-il des opportunités pour des référencements de nouveaux vins sur le marché australien, et notamment dans vos sociétés, évidemment? Ben, ça explose, moi, je pense. Dans les 5 dernières années, il y a eu une recrudescence énorme de tout petits importateurs, un sommelier semi-improvisé importateur. La montée des vins nature a énormément diversifié et ouvert le marché, je dirais, et ouvert une nouvelle gamme de consommateurs. Donc, je pense qu'il y a un énorme intérêt pour les vins français, définitivement. Hélène, je ne sais pas, de votre côté? Ah oui, tout à fait. Après, nous, on ne distribue que nos vins. Donc, c'est un peu… On essaie de se diversifier et on rentre des nouvelles références tous les ans, effectivement. Et il y a toujours de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Nous, bon, en plus, on a la chance d'avoir beaucoup de novines qui sont en biodynamie.
la majorité d'ailleurs. Et ça plaît beaucoup au marché australien, dans la même idée que le vegan, le nature, bio, etc. Oui, vous évoquez toutes les deux biodynamie, nature, sont des labels qui sont connus des consommateurs. Comment on en parle de ces catégories de vins? Ils connaissent le label Déméter, etc. Alors, moi, les Australiens sont pas spécialement, enfin sur les labels, on a le label bio et biodynamique. Oui, effectivement, ils demandent, mais je suis pas sûre qu'en termes de label, ils soient aussi pointilleux que les Français. Mm-hmm. Je pense que c'est plus au niveau de la clientèle professionnelle pour le moment. C'est souvent une question que les sommeliers vont demander, les acheteurs en cave et tout ça. En termes de consommateurs, moins, je dirais. Donc, du coup, c'est plutôt les prescripteurs qui vont expliquer aux consommateurs, à leurs clients, que ce vin est fabriqué selon des méthodes particulières, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et est-ce que ce segment est en croissance des vins bio et naturels? Oui, ben d'ailleurs, dans ce fameux duopoly, évidemment, étant donné la grosseur de ces entreprises, ils sont toujours plus lentes à se renouveler, à évoluer. Et récemment, ils lançaient à grande échelle une section vin bio, vin biodynamique. Donc, ça, c'est un signe de notre ère, je dirais. Donc, je pense que ça va continuer à aller en augmentant. Alors, une question de Jean-Marc Charpentier, à nouveau sur le champagne. Quelle est la demande pour le champagne? Est-ce que c'est une demande en croissance? Est-ce que le champagne est intégré à cette vague de vins rares que vous évoquiez, Sophie? Oui, mais l'Australie est un grand consommateur de champagne. C'est un marché très important, surtout en général, mais d'autant plus pour les récoltants manipulants. Donc, depuis les 10 dernières années, il y a une énorme augmentation de l'intérêt pour les producteurs, en fait, qui travaillent un peu comme les grands producteurs des autres régions, mais en Champagne. Je pense que ça a été un temps assez difficile pour les grandes maisons, les grandes marques, l'année dernière tout particulièrement. Et de plus en plus, à un niveau consommateur, il y a une compréhension supérieure des grands villages de la Champagne et un désir de consommer les champagnes comme un vin traditionnel avec le repas et en fait, de porter le même intérêt à découvrir des histoires de domaines familiaux, biodynamiques et nature en Champagne tels qu'ils le sont dans les autres régions. Et vous, Hélène, vous travaillez le champagne ou d'autres vins effervescents? Alors, nous avons une référence de champagne Chapoutier, mais aussi nous distribuons en fait Baron de Rothschild champagne. C'est assez récent, c'est depuis l'année dernière et ça marche très bien pour nous. Les champagnes Baron de Rothschild sont très populaires. En ne restant pas notre main focus non plus, parce que nous ne sommes pas voilà, une compagnie experte dans le champagne. Après, ce qui est un peu dur pour le champagne en Australie, c'est que les gros clients de type hôtel, restaurant, ils ont des contrats aussi beaucoup avec des grosses entreprises de champagne. Moët & Chandon, Veuve, etc. Enfin, on peut les voir partout en Australie. Donc, c'est assez dur quand même de compete avec eux. De se faire une place? Oui, malgré tout. Oui. Les gens sont de plus en plus intéressés, mais il faut avoir une belle histoire, il faut avoir un beau produit et une bonne force de vente.
Alors, une question de François Moret qui s'interroge pour savoir s'il y a un marché d'importation privé, c'est-à-dire de l'achat en direct par les particuliers au domaine en France. Est-ce que… Très peu, je dirais. En général, c'est une particularité, je dirais, de notre marché. Les importateurs travaillent en exclusivité. Donc, contrairement au marché américain ou au marché anglais même, qui sont assez stratifiés, où il y aura beaucoup d'importateurs pour un même producteur, ici, c'est qu'en exclusivité. Donc, déjà, ça crée une certaine tendance. Il faut penser aussi que la tyrannie de la distance est souvent un obstacle ou les coûts d'envoi, l'intérêt d'acheter directement est plutôt limité. Sur certains grands domaines de la Bourgogne, notamment certains Bordelais peut-être, des collectionneurs de longue date qui achètent depuis une vingtaine d'années continueront comme ça, mais souvent, en fait, ils se regroupent avec un distributeur pour que leur vin soit ajouté à leur conteneur. Donc, je dirais pas, je ne sais pas ce qu'Hélène pense, mais je ne pense pas que ce soit vraiment fréquent. Non, je suis assez d'accord. Il y a une autre question sur les tranches de prix d'achat de vin des Australiens. En fait, je pense que c'est une demande de clarification. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais peut-être que on pourrait reprendre à peu près les entrées de gamme, milieu de gamme, etc. Hélène? Entrée de gamme, je dirais jusqu'à 20$. Donc, le prix d'achat qu'un Australien va payer lui? Oui, oui. Oui, jusqu'à 20$, on est dans de l'entrée de gamme. Après, je dirais milieu de gamme entre 20 et 40, 45. Et au-delà de ça, on sera dans du plutôt haut de gamme. C'est assez difficile parce que, enfin, ça, c'est le prix d'achat chez un caviste dont je parle, pas dans un restaurant. Dans un restaurant, on peut aller même à 90$ la bouteille, ça peut être assez entrée de gamme. Vous voulez compléter? Sophie? Oui, ben, je dirais oui, je pense. Je dirais qu'en général, le coût de la vie en Australie est assez élevé. C'est proportionnel au salaire moyen et tout ça, mais si on regarde le prix de l'immobilier et tout ça. Donc, en général, l'économie est en bonne santé, les gens dépensent. Mais oui, je dirais que entrée de gamme, c'est en dessous de 20$. Et ensuite entre 20 et 50$. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on n'a pas eu la chance de le mentionner, l'Australie, quoi que ce soit un pays géographiquement parlant très grand, la population est centrée sur vraiment 5 villes et peut-être même 3 qui sont tous sur la côte est, donc Melbourne, Sydney et Brisbane. Et je suis toujours surprise de voir que le bassin des grands acheteurs des grands vins la Bourgogne, ça est relativement limité. Finalement, on retrouve toujours un peu les mêmes, certains des mêmes visages qu'on reconnaît certains noms. Donc, oui, ce n'est pas un marché aussi énorme que la géographie pourrait nous le faire croire. En préparant ce webinaire, je vous avais dit qu'il y aurait une question sur les vins de Bordeaux. Eh bien, elle est là. C'est Elena Grebenkina qui nous la pose. Quelle est la place des vins de Bordeaux? Sont-ils appréciés par les consommateurs australiens et quels vins bordelais sont plus populaires? Donc, 3 questions. La première, donc, la place des vins de Bordeaux sur le marché des vins australiens. Hélène, peut-être. Je pense que je vais laisser répondre Sophie. Je ne connais pas du tout les vins de Bordeaux. Je n'en vends pas. Donc, je vais laisser la parole. Les vins de Bordeaux. Je dirais que c'est l'appellation mouton noir de la France ou de l'Australie en termes des vins importés. Ce ne sont pas des vins qui sont considérés sexy, à défaut de mots mieux choisis. Avec la montée des vins nature et des appellations satellites et des vins, en fait, qui ont peut-être plus une histoire
familial ou un côté artisanal. Je pense que c'est vraiment sous cet angle que les vins de Bordeaux ont peu une renaissance ici en Australie. En fait, nous avons vraiment qu'un seul importateur majeur qui se focus que sur les vins du Bordelais. Étant donné cette réalité aussi de cet aspect exclusivité pour les importateurs, le système bordelais avec les courtiers, tout ça, fait en sorte que c'est peut-être plus complexe et peut-être moins attirant à importer. Je pense que l'intérêt des consommateurs est aussi mitigé quand on parle des crus et tout ça. Mais finalement, les consommateurs ne sont pas trop en contact avec le produit, donc il ne peut pas y avoir une demande. C'est plutôt… Exactement. Là, enfin, si le Bordelais a travaillé quelque chose, c'est plus travailler le B2B pour faire découvrir l'appellation à l'heure actuelle. C'est ça que vous dites. Tout à fait, oui. Donc, il n'y a pas forcément d'appellation de vin de Bordelais plus populaire à part les grands châteaux, c'est ce que vous disiez. On a répondu je dirais de manière peut-être un peu contre-intuitive où ce sont plus les appellations satellites Côte de Blais, Côte de Bourg, là où les consommateurs ont plus l'impression d'avoir un rapport qualité-prix, des vins peut-être plus prêts à boire, souvent des vins sur le bio ou vin nature. C'est là où on voit plus des vins de Bordeaux apparaître sur les cartes des vins dans les restaurants ou sur les tablettes chez les cavistes. D'accord. Une autre question, c'est de savoir si pour travailler le marché australien, il faut obligatoirement passer par des importateurs ou est-ce qu'on peut passer direct par des distributeurs? Hélène, peut-être? Bien, je pense qu'il faut passer par des importateurs. En fait, après, je pense que quelqu'un peut importer du vin eux-mêmes si vraiment ils en ont la… Après, il faudrait… Bon, je pense que c'est une question claire à laquelle nous vous répondrons par écrit, de manière à avoir une réponse précise et pas dire de bêtises. Alors ensuite, avec le verrouillage des exportations des vins australiens vers la Chine, n'y a-t-il pas des promotions en cours pour la consommation des vins locaux? C'est une question qu'on avait abordée en préparant ce webinaire. Est-ce que finalement, il n'y a pas une montée de la concurrence sur le marché australien du fait que les vins australiens ne peuvent plus être ou sont importés difficilement sur le marché chinois? Je ne sais pas, qui veut commencer à donner son point de vue? Sophie? Hélène, vas-y. Je pense que les vins australiens sont évidemment exportés en Chine, mais je pense que les vins australiens sont exportés partout dans le monde et que je pense pas que ça a une baisse évidemment du marché en ce moment, mais je ne pense pas que ça va avoir un impact si fort sur le marché national. En fait, je pense que pour les producteurs de petite à moyenne taille, le marché chinois n'était pas un marché majeur. Oui, c'était un marché parmi une panoplie de marchés, doublé du fait que le millésime 2020 était très petit pour plusieurs raisons. Ça a peut-être été bénéfique d'un certain point de vue. Donc, il n'y avait pas beaucoup de vin, il n'y avait pas de grand volume de vin produit. Donc, je ne pense pas que ça ait créé un effet marqué. Ce sont plus pour les producteurs à grande échelle, peut-être un peu plus industriels, qui exportaient jusqu'à 50% de leur production sur le marché chinois. Là, je pense que oui, ça a dû créer certains ennuis. Mais encore une fois, ce sont des genres de vins qui sont distribués sur une partie très spécifique du marché. Donc, les impacts, je ne pense pas que nous en souffrons avec nos entreprises ici. Merci. Alors, une dernière question sur les spiritueux. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous connaissez un peu le marché des spiritueux?
Est-ce que vous savez s'il y a un intérêt pour les spiritueux français? Ça va être difficile d'y répondre. Non, ben en fait, nous, il y a 5 ans, on a démarré une partie bar, Bibendum Bar, un portfolio en fait séparé, mais la même équipe de vente peut représenter, et ça explose. Il y a une énorme recrudescence d'intérêt de la part des consommateurs. Après ma barre, c'était pratiquement focusé sur les bars, donc consommation de spiritueux en bar, en restaurant. Mais avec la crise COVID, j'imagine, ça a été accentué. Il y a maintenant un intérêt énorme de la part des clients privés pour se faire un peu leur cocktail à la maison, encore une fois, s'éduquer, mixologiste, tout ça. Donc, il y a un intérêt très fort sur les spiritueux. Évidemment, la production locale a aussi explosé en réponse, j'imagine, à cet intérêt renouvelé, mais il y a énormément d'intérêt de notre point de vue, pour les spiritueux importés aussi. Hélène? Oui, nous, on importe du gin seulement. Donc, Maxime Chapoutier a créé un gin que nous avons commencé donc à importer l'année dernière. Et même réalisation, ça a très, très bien marché. C'est un produit très boutique. C'est parfait, voilà, pour les bars à cocktails, potentiellement à boire à la maison. C'est exactement les mêmes remarques que Sophie. Ça marche très, très bien. Donc, je pense qu'il y a un marché, oui, absolument, à développer. Donc, Julien, voilà, vous savez qu'il y a d'énormes possibilités pour les spiritueux en Australie. Merci à toutes les deux et merci à Monsieur Granier de nous avoir présenté tout à l'heure la météo des marchés. L'heure est venue de nous séparer. Je voulais vous remercier, chers auditeurs, pour votre participation une nouvelle fois au top. Il y a eu plein de questions super intéressantes. C'était vraiment super. Le webinaire d'aujourd'hui sera disponible en replay sur Vitisphère, vous le savez. On met un petit peu de temps en ce moment à les mettre en ligne. C'est vrai, j'ai eu une remarque tout à l'heure pour le webinaire du Japon, mais sachez que nous allons le faire très vite. Désolée pour ce petit temps. Les agendas sont un peu chargés de temps en temps. En quittant ce webinaire, un questionnaire va vous être proposé, s'il vous plaît. Prenez quelques minutes pour le remplir. Vous le savez, il est très utile pour nous et donc pour vous, et pour vous proposer un contenu adapté. Alors, on se retrouve dans 15 jours avec un webinaire exceptionnel où nous ferons le bilan de l'export de mars 2020 à mars 2021. En attendant, je vous conseille de regarder le replay du webinaire Le plan de relance qui s'est tenu la semaine dernière. C'est un webinaire qui a été organisé par Team France Export et qui vous explique tout sur le plan de relance. Et donc, il sera accessible sur le site de Team France Export. Donc, si vous souhaitez savoir tout sur les possibilités offertes par ce plan, je vous conseille d'y tendre l'oreille. Il vous dit notamment comment financer quasiment gratuitement une opération sur un marché étranger. Ça peut valoir le coup. Je ne vous en dis pas plus et je vous conseille donc d'aller voir le site. À très vite et prenez soin de vous. À bientôt.